mon gars. J'ai trouvé un mon gars. Par contre, il a toujours pas volé ça. Salut. Ça va bien? Ouais, quoi? Ouais, vous êtes là, Vous allez bien? Salut Victor. Je l'ai dit que les copains, je crois, on va faire ça. Pardon, tu vas pas le dessus. Je vais dire combien de bouteilles de café dans ton porte-bonne. Voilà. Il y a toujours du vieux truc qui pique. Dans la salade. Impeccable. Bon, lui, c'est pour 2013 ou non, 2014? Je sais pas, il te pose une question, on a dit. 2013 ou 2014 plus tard? 2014? 2024. 24. Ouais, 2024, ouais, c'est ce qu'on pourrait. J'espère. C'est bien qu'il est en train de changer. Tiens, le groupe. Est-ce qu'ils sont en train de modifier par contre? Non, ça a été. On avait des évolutions de vidéo que là, on prend les. C'est rare qu'ils sonnent le soir, mais c'est pas la peine qu'ils sonnent. Ah, en plus. Moi non plus. Salut. Très bien, Ouais, bah toi aussi. les architectes et tout. Ces bâtiments, les archéologies, ils sont très familiers. Et nous, à chaque fois, Denis, il faut donner des évolutions à nous. Parce que les photos, c'est du fait, tu vois. Et donc, on va nous dire, Chez nous, c'est vrai, nous, avec les livres, et ça fait plusieurs fois, c'est des traces qu'il faut placer, qui mêlent en fait. On a je sais pas, un certain nombre de livres, nous en avons remis. Les livres sont vrais. le Masco, vous mettez des descentes, on est près d'avance. Et le chez nous, ils pensaient pour les deux bâtiments. Non mais d'abord, vous mélangez, et puis dire ils sont venus faire le béton. Ça a été mis dessus, le béton, il est lavé, la cimée, ils ont tout fait la Des bâtiments, Ils sont incompétents. Chez nous, à l'origine, t'as l'impression de parler d'un métier. C'est des poitrines, Non, mais nous, c'est côté. oui, mais la gendarmerie, c'est des Oui. Oh, ça se fait pas, du monde de tous les jours.
transmission. J'essaie de glisser ça jusqu'à... Ah, pour finir.
c'est là. Bonsoir mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le Pas un Père Orchestra. Je passe pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'association de deux harmonies de Sainte-Pazanne et de Saint-Père, d'où le nom de Pas un Père Orchestra. Voilà, j'espère que cette musique vous a plu pour démarrer l'année avec un bon tempo. Si vous voulez nous écouter dans les mois à venir, on se produit le 19 mars, dimanche 19 mars à Saint-Père-en-Retz et le 31 mars, vendredi soir, ici même. Merci, bonne soirée à tout le monde. Hier soir. Bonsoir. On peut tout d'abord remercier évidemment Pas un Père Orchestra pour ce moment très agréable, une introduction en musique. Vous pouvez encore les applaudir. Je tiens aussi à remercier le service des espaces verts qui nous ont fait un magnifique décor. On peut les applaudir. Alors, mesdames, messieurs, chers Pazenais, merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir après 2 ans d'interruption en raison de l'épidémie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Priou, première adjointe, et j'ai l'honneur de démarrer cette cérémonie des vœux. Monsieur le maire, il se cache. Donc, cher Bernard, par tradition, c'est à moi que revient l'honneur de te présenter au nom de tous les membres du conseil municipal ainsi qu'à ta famille nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans tes projets municipaux et familiaux. Avant de commencer la rétrospective 2022, avec Aurélie Guitny, adjointe déléguée à l'environnement, la santé et aux espaces verts, nous souhaitons vous faire découvrir la première vidéo de présentation de notre commune.
2022, c'est d'abord quelques chiffres. 65 naissances, 57 décès, 26 mariages et 26 PACS, 777 enfants scolarisés en primaire, école privée et publique. Ce chiffre est malheureusement en diminution depuis quelques années. Nous sommes 7111 habitants au 1er janvier 2023. Au vu de l'évolution des dernières années, nous pouvons estimer que notre population sera d'environ 7950 en 2030. Les 777 enfants scolarisés dans les 2 écoles élémentaires de la commune déjeunent majoritairement à la cantine, dans l'un de nos 2 restaurants scolaires. Ils ont la chance de bénéficier de repas cuisinés sur place, avec 40% de produits bio et 60% de produits locaux. Toute l'équipe de restauration, menée par son chef cuisinier passionné, participe à l'éducation alimentaire des enfants en les éveillant à des goûts nouveaux et en les sensibilisant à la saisonnalité avec des repas équilibrés et respectueux de la planète. Un autre projet, mêlant bien-être des enfants et de la planète, est en réflexion et a pour objectif de lutter contre les îlots de chaleur, tout en proposant aux enfants des espaces de récréation riches et végétalisés. La renaturation des cours de l'école Maurice Pigeon, accompagnée par des experts du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Loire-Atlantique, et les élèves ont été sollicités pour partager leur expertise de cet espace. Enfin, pour compléter les enseignements académiques, les élèves bénéficient d'une initiation à la culture. Au cours de sa scolarité, chaque enfant est invité à découvrir la musique, la danse, la lecture et le spectacle vivant grâce aux équipements présents sur la commune. Donc nous avons la chance à Sainte-Pazanne d'avoir 3 lieux culturels. Le TMP a programmé, entre autres, 23 spectacles en 2022. La bibliothèque compte 2142 inscrits. L'école de musique accueille 280 élèves et 12 professeurs. Nous avons aussi de nombreux services de proximité. Le service de l'urbanisme qui se trouve maintenant à droite sur le parvis de la mairie avec son nouveau SAS a traité 660 dossiers en 2022, dont 71 permis de construire. 1421 démarches ont eu lieu depuis l'ouverture de l'espace France Service en avril. Il se situe près du CCAS, derrière le bâtiment urbanisme. Nous avons dû augmenter les horaires d'ouverture suite à la forte demande. Notre police municipale est composée de 2 SVP qui ont géré 250 interventions et 500 mains courantes. 3808 pièces d'identité ont été réalisées à Sainte-Pazanne. C'est en forte augmentation par rapport à 2021, plus 948. En parallèle du pôle administratif et culturel de la commune, nous avons également une solide équipe technique qui œuvre au quotidien à l'entretien de la commune et à l'amélioration de notre cadre de vie. Parmi les multiples projets menés cette année, citons le début des travaux de réaménagement dans l'ancienne école publique au 47 rue de l'Hôtel de Ville, qui a vocation de devenir la maison citoyenne. Des travaux menés pour partie avec des membres de l'association L'Élémentaire, dont nous reparlerons plus tard. Nul doute que vous aurez aussi observé l'aménagement du parvis de la mairie et de l'église, qui répondait à de multiples enjeux. Accessibilité du service urbanisme, augmentation de la part du végétal et développement durable par le réemploi des pavés déjà en place. Le bardage des ombrières installées sur l'ancien terrain stabilisé a été fait avec la participation d'usagers du boulodrome, venus prêter main forte aux agents. Et enfin, en décembre, les familles ayant eu une naissance dans l'année ont été invitées à planter un arbre pour célébrer l'arrivée de leur enfant. Au total, c'est plus de 85 arbres qui ont été plantés au cours de l'année 2022. Nous tenons à remercier l'ensemble des agents de la commune qui s'investissent au quotidien pour garantir la qualité et la continuité du service public. Et nous en profitons pour leur souhaiter tous nos vœux pour la nouvelle année. Les différents prix reçus en 2022 sont les témoins de leur engagement. 2022 a en effet été une année faste en récompense et a commencé par l'obtention de la première fleur du label Ville et Village Fleuris. Ce label, bien que connu de tous, porte un nom qui ne reflète plus vraiment la réalité de ses critères d'attribution. Aujourd'hui, les jurys n'évaluent plus tant le fleurissement que les modalités de gestion du végétal dans la commune. Et c'est un travail engagé de longue date par l'équipe des espaces verts qui a été récompensé cette année. Gestion différenciée en fonction des espaces, transition des plantes annuelles vers des vivaces moins gourmandes en eau, analyse de notre patrimoine arboré,
enherbement du cimetière ou encore sensibilisation auprès de la population sont autant d'actions saluées par le jury régional qui a visité la commune en vélo en juin dernier. Le label Apicité est sans doute moins connu du grand public, mais il a beaucoup de points communs avec le précédent, puisque la plupart des actions favorables à la végétation sont par extension favorables à la biodiversité et aux pollinisateurs. Ce label vient saluer le travail conjoint entre l'équipe des Espaces Verts et un apiculteur bénévole passionné, que je salue ce soir, Guy Leduin, qui n'a pas ménagé sa peine pour la mise en place et le suivi du rucher communal. Les 3 ruches installées dans la coulée verte sont là pour interpeller et rappeler que les abeilles sont les sentinelles de l'environnement, que les pollinisateurs sont un maillon indispensable à notre survie. Nous n'oublions pas non plus les actions de sensibilisation à destination des scolaires et du grand public menées par le Jardin Extraordinaire, qui complètent les propositions municipales. Ces 2 récompenses, qui témoignent d'une reconnaissance d'un travail de qualité, permettent également à l'équipe d'obtenir des pistes d'amélioration pour espérer aller encore plus loin par la suite. Au niveau de la communication, il y a eu quelques changements en 2022. La création de 4 newsletters, le site de la mairie reçoit plus de visites, soit 87 322 cette année, 14 vidéos ont été diffusées sur YouTube et il y a 1700 abonnés à la page Facebook de la mairie. D'autres réflexions sont en cours, comme l'affichage pour les événements associatifs et communaux ou l'amélioration de notre signalétique. Un comité de pilotage composé d'élus, d'agents, de citoyens s'est réuni pour travailler sur le nouveau logo que vous avez découvert en septembre. Avec ces 3 couleurs qui reflètent notre commune, vert pour la coulée verte et toute la végétation qui nous entoure, bleu pour l'eau qui traverse notre commune, les zones humides et les marais, orange pour les bâtiments typiques avec des briquettes et pour le côté terroir. Un groupe s'est également constitué pour travailler sur la refonte du bulletin municipal. Vous pourrez découvrir l'aboutissement de leurs réflexions couplées aux résultats de l'enquête menée en octobre dernier dans le prochain numéro. Sainte-Pazanne le MAG arrivera dans vos boîtes aux lettres mi-février. Nous allons maintenant vous montrer la vidéo de la Journée citoyenne 2022.
revoir les différentes réalisations de 2022. Cette année, la journée citoyenne se déroulera le 13 mai. Nous espérons vous y retrouver nombreux. La première réunion publique pour définir les chantiers aura lieu le 11 janvier 2023 à 20h30, salle de l'Escale. Vous y êtes tous conviés. Les inscriptions pourront se faire à compter du 13 février via le formulaire sur le site de la mairie ou sur papier à prendre en mairie ou à la bibliothèque. Le renforcement de la citoyenneté était un axe fort de notre programme en 2020. Nous souhaitions pérenniser et développer l'élan rencontré lors des journées citoyennes. Nous avons donc choisi de revisiter l'ancien Conseil des sages en faisant une instance ouverte à tous, sages ou moins sages, jeunes ou moins jeunes. Cette instance est consultée sur différents sujets et peut également faire des propositions de projets en lien ou non avec des commissions municipales. Le Conseil citoyen reste ouvert à toute nouvelle personne de 16 ans et plus souhaitant l'intégrer. Nous souhaitions également, dès 2020, proposer un lieu qui puisse fédérer, susciter la rencontre, proposer des échanges, ouverts à tous. Ce lieu, il accueillait déjà une association, Entraide des Savoirs, pour ne pas la citer, et quelques activités ponctuelles, mais il est spacieux et il y avait tout un potentiel à exploiter. Ce lieu, c'est l'ancienne école publique, en plein centre-bourg, rue de l'Hôtel de Ville. Mais un lieu n'existe que si on le fait vivre, si on l'anime. Des citoyens et des élus se sont saisis de cette idée qui leur parlait en termes de valeurs. Et ils ont commencé à imaginer ce qui pourrait se passer dans ce lieu. Après toute une phase de réflexion pour définir les contours du projet, le collectif de citoyens et d'élus a pris la forme d'une association, l'Élémentaire, qui a signé une convention avec la mairie courant décembre. La commune reste propriétaire des lieux, elle soutient l'association, mais lui confie la gestion et l'animation de ce lieu. La prochaine étape sera l'ouverture d'un café citoyen, afin là encore de se rencontrer, d'échanger, de proposer et de créer ensemble. Car si les contours du projet et ses objectifs sont clairs, l'association souhaite, avant tout, être un soutien aux initiatives citoyennes, afin que chacun trouve sa place et se sente bien dans la cité. Les membres de l'Élémentaire vous donnent d'ailleurs rendez-vous le samedi 18 février pour un premier chantier participatif, afin d'investir ce lieu. Alors, il reste une dernière instance qui me tient vraiment à cœur, car il représente l'avenir de Sainte-Pazanne, c'est le Conseil municipal enfant. Au cours de l'année 2022, ils ont eux aussi brillé par leur implication et ils ont remporté le prix national de sécurité routière en réalisant un roman photo, se déplacer à pied ou à vélo en toute sécurité. Je vais maintenant leur laisser la parole et je vous demande de les applaudir bien fort. Nous avons un vœu pour Sainte-Pazanne demain. Solidarité. Nous avons un vœu pour Sainte-Pazanne demain. Le respect. Nous avons un vœu pour Sainte-Pazanne demain. La paix. Nous avons un vœu pour Sainte-Pazanne demain. La santé. Nous
Nous avons un vœu pour Sainte-Pazanne demain. Le bonheur. Nous avons un vœu pour Sainte-Pazanne demain. La convivialité. Merci beaucoup les enfants. Bonne année à vous aussi, ainsi qu'à vos familles. Donc il nous reste à vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2023, la santé, de nombreux moments conviviaux. Nous laissons maintenant la parole à Monsieur le maire. Vous me laissez tout seul sur scène? Wow. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Quel plaisir de vous avoir réunis dans cette salle de théâtre. Pour certains, c'est peut-être la première fois que vous y mettez les pieds. Donc une salle vieille depuis un siècle, mais fraîchement rénovée. Et on l'a adaptée en fait dans les conditions dans lesquelles c'était. Pour vous dire que de faire ces vœux ce soir, c'est pour l'équipe municipale renouvelée en 2020, c'est les premiers vœux que l'on offre, dans toutes les communes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va arriver à mi-mandat dans 2 mois, au mois de mars 2023, et on s'adresse pour les vœux pour la première fois. Ça fait un peu drôle, fichu virus, qu'est-ce qu'il nous en kikine. Et ça dure tout le temps. Moins certes, mais je ne sais pas si on va en voir le bout un jour, et c'est très compliqué. Donc je suis content d'accueillir mes collègues élus de la communauté de communes qui sont là, le président du conseil départemental qui nous fait l'honneur d'être là pour la première fois à des vœux à Sainte-Pazanne, le député, voilà, qui est là aussi, merci Yannick, et puis donc bonsoir à tout le monde. Des vœux que je voudrais formuler en retour à Aurélie et Nathalie. Merci pour votre présentation, merci pour vos bons vœux, et je vous renvoie à ces vœux-là. J'associe à ces vœux l'ensemble du bureau municipal qui ne rechigne pas à la tâche pour faire avancer l'ensemble des dossiers. Vous avez pu voir un peu les différentes activités qu'il y a à travers ce qu'on a pu entendre depuis quelques minutes. Et puis l'ensemble du conseil municipal qui est force de proposition dans les différentes commissions. Et on ne se rend pas toujours compte de ce que c'est que cet investissement, mais je pense qu'au moment des vœux, c'est important de le signaler. Je voudrais aussi donner ces vœux au conseil municipal enfants. Merci les enfants, vous êtes géniaux. C'est un plaisir de vous voir comment vous prenez à cœur votre action au sein du conseil municipal enfant. Ça n'a pas été dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ou si je dévoile quelque chose, mais il se trouve qu'il va y avoir un beau cadeau en 2023, grâce au député qui est là d'ailleurs. Nous allons visiter l'Assemblée nationale avec vous au mois d'avril. Et donc le conseil municipal enfant ira découvrir le fonctionnement de nos institutions républicaines françaises. Et je pense que ça n'arrive pas tous les jours que les enfants soient à même de se déplacer et de faire ce déplacement. Et c'est tout à votre honneur. Félicitations pour votre travail. Des vœux qu'en ce début d'année, je voudrais aussi adresser à l'ensemble du monde associatif. Je sais que vous êtes nombreux à animer, à faire, je dirais, vous êtes un peu le poumon de notre commune, à faire respirer notre commune, à lui donner de l'air frais. Tous ces bénévoles qui militent dans les quelques 90 associations pazenaises
Je pense que c'est important de le dire parce que vous permettez le bien vivre à Sainte-Pazanne, d'offrir du sport, de la culture, des loisirs, différentes choses dans presque tous les domaines. Il n'y a pas de rugby encore à Sainte-Pazanne, mais il y a beaucoup de domaines que l'on peut exercer. Et c'est quelque chose de très riche parce que nous, municipalité, on peut mettre des équipements à disposition. Mais toute cette animation qui permet de la vie dans une commune, c'est vous, les bénévoles, dans les associations qui le faites. Et vraiment, c'est à signaler au moment des vœux. Et je voudrais associer aussi au moment des vœux le monde économique qui, depuis quelques années, souffre la crise du Covid, bien sûr, hein, la crise sanitaire, mais aussi l'inflation, la crise énergétique. Il y a beaucoup d'inquiétudes, que ce soit pour les artisans, les commerçants, les professions libérales, les agriculteurs, les associer à ces vœux et leur dire qu'on espère une année 2023 peut-être plus sereine que ce qu'elle s'annonce aujourd'hui. Et puis vous remercier d'être là ce soir et vous souhaitez vos vœux à vous parce que votre présence montre l'intérêt qu'il y a à l'action publique. Et je crois que nous, élus, on a besoin aussi d'avoir ce retour, de voir comment on s'intéresse à ce qui se passe dans sa commune. C'est pas une équipe municipale de son côté qui décide et des citoyens de l'autre. C'est ensemble comment nous, élus, on met en musique un petit peu quelles sont les attentes des uns et des autres. Donc merci pour votre présence. Il me revient en quelques mots de vous donner un peu les projets municipaux, même si on les a un petit peu effleurés tout à l'heure. Vous dire que le principal investissement de l'année 2023 sera l'agrandissement de l'école de musique et de la bibliothèque. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure, le nombre toujours croissant d'élèves à l'école de musique, les activités à la bibliothèque de plus en plus, les activités, les animations, hein, en plus des gens qui viennent à la bibliothèque, et donc des besoins d'agrandir les locaux. C'est une discussion pas très facile au niveau du conseil municipal, avec les agents concernés, avec les associations concernées, de savoir ce qu'on allait faire. Agrandir, est-ce qu'il fallait se déplacer? Est-ce qu'il fallait agrandir sur place? Est-ce qu'on pouvait diviser, dire la bibliothèque, on la laisse là en s'agrandissant du côté de l'école de musique, et puis on met l'école de musique ailleurs? Et ça fait un débat de plusieurs mois entre nous. Et on a fini par trancher au niveau de l'équipe municipale de rester sur place et d'agrandir sur place. Ça a l'avantage un petit peu au niveau économique. Ça coûte un peu moins cher d'agrandir sur place parce qu'on valorise déjà les locaux existants. L'agrandissement aujourd'hui, on a à peu près 800 mètres carrés d'utile pour les deux activités. Et demain, on passera à 1400 mètres carrés. Ça vous donne un peu l'ordre de grandeur. Donc, ça permet de... L'autre question, c'est que ça évite d'utiliser du sol ailleurs. Parce que si on avait déplacé cet équipement-là, certes, ça aurait coûté plus cher, mais on se serait éloigné du centre-bourg. Et par rapport à un service comme celui-là, ça nous semblait important de rester. Et en plus, la demande et de l'école de musique et de la bibliothèque, c'était de rester ensemble. Ils voulaient pas, ils estiment que leur activité est complémentaire, à juste titre, je pense. Et donc finalement, tous ces éléments-là ont fait qu'on a décidé de rester sur place, de faire un étage, voilà, parce que quand on densifie, on fait un étage à l'école de musique. Et on restera là où est l'école de musique et la bibliothèque aujourd'hui, tout en offrant des locaux de qualité et qui répondent aux différentes demandes. Un autre sujet dans les prévisions, c'est le club de gymnastique qui est trop serré dans les murs par rapport au nombre d'adhérents qui existent aujourd'hui. Et donc, on envisage d'agrandir le complexe sportif Armand-Gauvry. Mais si on l'agrandit, il se trouve qu'au bout de ce complexe sportif, il y a des terrains de tennis extérieurs qui étaient usagés, un sol abîmé, des clôtures à refaire, enfin bref. Et donc on a décidé de déplacer ces terrains de tennis, les travaux sont commencés, à côté de la salle des Fraîches, terrain de tennis extérieur, hein, je parle bien, pour pouvoir agrandir dans un deuxième temps le complexe sportif pour pouvoir accueillir, entre autres, la gymnastique, mais pas que, sans doute, parce que dans l'utilisation.
Alors ça ne va pas se faire tout de suite. S'il y a des gens du club qui viennent aussi dans la salle, c'est dans le programme, mais ça va prendre le relais de l'école de musique et de la bibliothèque. Donc dans le temps, ça nous pousse à 2 ans pratiquement. Hein. Donc on est obligé de limiter nos efforts dans les investissements. Vous comprendrez aussi, c'est d'avoir l'œil entre les projets et les équilibres financiers. On est tout le temps en train de naviguer entre les deux choses. Mais les choses sont inscrites pour pouvoir se faire dans les années qui viennent. Juste un mot pour dire, tout à l'heure, ça a été très bien expliqué par Aurélie sur la maison citoyenne. Donc 2023 sera aussi l'année où il y aura des travaux à faire d'aménagement pour accueillir dans les meilleures conditions les différentes activités qui vont s'y développer. Ça fait partie aussi de notre projet. Au niveau urbanisme, le principal dossier aujourd'hui, c'est la friche industrielle devant la gare. Vous en avez déjà entendu parler, donc un terrain de plus de 2 hectares qui se libère. Ça fait l'objet depuis 1 an et demi de réflexions importantes entre les propriétaires, l'équipe municipale, de voir ce qu'on pouvait y mettre dessus. Nous n'étions pas propriétaires, donc ça limite un peu l'action possible. On avait essayé d'insuffler auprès des propriétaires un cahier des charges pour respecter les demandes de la collectivité. Et en fait, on n'a pas été complètement au bout de cette démarche parce que les propriétaires ont signé un compromis de vente avec un des promoteurs avec qui on était en relation qui ne correspondait pas complètement aux attentes de la collectivité, ce qui nous a amené à préempter ce terrain. Et on a fait intervenir l'Agence foncière de Loire-Atlantique, qui est vraiment un outil mis à la disposition des collectivités et qui est très utile pour nos collectivités pour pouvoir acquérir ce foncier. C'est chose faite maintenant. Le foncier a été créé et donc la municipalité devient le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage pour définir exactement ce que l'on veut mettre sur cet espace. Si je parle de cet espace, parce que ce n'est pas anodin, c'est un espace de 2 hectares qui est situé devant la gare, en plein centre-bourg. Quand on parle de densification urbaine, on a là à faire un îlot expérimental quelque part de comment on peut densifier nos centres-bourgs. On ne sera pas sur de la maison individuelle, là où c'est. On sera sur ce qu'il faut qu'on se prépare pour demain, habiter plus en appartement pour les nouvelles générations quelque part. Et c'est ce que l'on veut développer sur cet îlot-là, tout en mettant de la qualité dans les aménagements publics, tout en accueillant de la diversité avec des bureaux et des services. Et donc, c'est de créer un éco-quartier devant la gare. Et donc, c'est le gros dossier en 2023 qui est sur la table et qu'on va voir avec qui on fait sortir ce dossier, parce que ce n'est pas la mairie en tant que telle, ce sont forcément des promoteurs qui interviendront demain pour les constructions, mais c'est la mairie qui tiendra la baguette quelque part ou le crayon pour voir ce qui peut s'y faire. Tant que je parle de la gare, pour vous dire que c'est un sujet forcément très particulier à Sainte-Pazanne, la gare continue, n'arrête pas de se développer dans son activité. On était en relation avec la SNCF depuis quelques années déjà pour pouvoir agrandir le parking qui est souvent plein et les gens du coup se garent jusque dans le bourg et engorgent le bourg avec les voitures qui restent par rapport aux gens qui prennent le train. Et donc nous avons appris la semaine d'avant Noël, donc je vous l'apprends presque en avant-première, on peut doubler le parking de la gare. Donc il nous libère un espace, la SNCF, qui est au-delà du parking existant aujourd'hui. Et on va pouvoir comme ça doubler les places de parking. En même temps, cerise sur le gâteau, on leur demandait depuis longtemps, le bâtiment, quand on va dans la gare, il y a le bâtiment de la gare à droite, tout le vieux bâtiment au milieu et les bungalows qui étaient là, tout va disparaître d'ici l'été prochain. Et donc ça va nous donner un espace plus ouvert, d'abord pour aller vers la friche industrielle dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est par là que ça va sortir. Et donc c'est plutôt des bonnes nouvelles que l'on a, sachant qu'en parallèle à ça, la SNCF, c'est pas de notre volonté, mais donc a lancé le projet Midi Une Gare, et Sainte-Pazanne est concernée, pour utiliser les locaux de la SNCF à d'autres utilisations que pour la SNCF. Alors, ce n'est pas un sujet très facile à accepter pour nous les élus. Malheureusement, ça s'impose à nous. Vous avez bien vu qu'il n'y a plus de guichet à la gare. Bon, ils ont
compenser ça par le bus qui vient tous les vendredis matins sur le marché pour vendre les billets de train pour ceux qui ne peuvent pas le faire autrement. Je pense quand même que c'est un service, il y a du monde tous les vendredis matins. Et donc c'est un service quand même rendu par rapport à ça. C'est un moindre mal, on va le dire comme ça. Mais donc il y a une réflexion pour utiliser ces locaux à d'autres fins et il y a un appel à projet qui est lancé par la SNCF. Ils sont en relation avec nous pour savoir quel type de projet peut être accepté. Nous, on a demandé à ce que le hall de la gare reste le hall de la gare, parce que sinon, il n'y a plus rien pour se mettre à l'abri, il pourrait être une salle d'attente quand on attend le train. Il y a plein de gares aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus d'endroit, à part les petits trucs le long de la voie, où on peut se mettre un peu à l'abri, mais c'est un vrai sujet que l'on travaille. Autre sujet d'actualité, c'est la zone commerciale. Ça doit faire 14 ans ou 13 ans que j'en parle à CEVE et je finis par être un radoteur professionnel. Vous savez qu'on avait un projet de zone commerciale qui a été englué dans les recours sur recours juridiques sur les différentes procédures de PLU, de permis de construire, de CDAC, de CNAC, et que les feux sont passés au vert en 2022, le Conseil d'État en dernier lieu ayant donné un avis favorable. Et donc les choses peuvent démarrer, les choses sont en préparation et l'arrivée donc du Leclerc avec des enseignes à côté va se faire courant d'année 2023. Le déplacement de Boisane va se faire dans la foulée. C'était une demande au départ, d'ailleurs ça a été initié par rapport à Boisane, un magasin de meubles qui était trop serré dans le centre-bourg et qui avait besoin de s'étendre. Et du coup, ça va redonner un coup de souffle au centre-bourg pour pouvoir développer de l'activité commerciale en centre-bourg. Et donc, c'est tout un projet que l'on aura à retravailler dans les années qui viennent entre Boisane, là où il est, la place d'Auray, comment reconfigurer un centre-bourg avec de l'offre commerciale, mais aussi du logement à l'étage, enfin bon, des choses qui vont sûrement changer la configuration du centre-bourg. Alors ça, c'est pas pour 2023, c'est à l'horizon plus lointain, mais c'est des choses qui sont en réflexion aujourd'hui. La ZAC des Écaries est toujours en cours d'études, les études environnementales sont très longues, les dossiers sont dans les services de l'État. Je pense qu'en 2023, les choses sortiront qu'à la fin de l'année. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on avait choisi de faire sous forme de ZAC l'urbanisation de Sainte-Pazanne il y a quelques années. On avait par cela contribué à maîtriser les prix de sortie des terrains. Même si les prix augmentaient, mais on maîtrisait les prix de sortie. Je peux vous dire que la ZAC du Malessard fini, la ZAC des Écaries qui n'est pas démarrée, les opérations privées qui se font entre-temps, aujourd'hui, il n'y a plus... il n'y a plus de morale sur le prix des terrains, quoi, quelque part. Et quand on voit le prix, à quel niveau se font les prix des terrains, c'est le problème de nos jeunes qui ne peuvent plus s'installer ou qui vont s'installer plus loin. Et ça va poser des vrais soucis à l'avenir. Et c'est vrai qu'à travers une ZAC, on peut maîtriser mieux les prix de terrain. Et au moins, ça, c'est un intérêt. C'est un intérêt pour nos jeunes. Alors, l'ensemble de ces dossiers, bien sûr, il n'est pas indépendant de la réflexion sur le zéro artificialisation nette dont vous entendez parler tous les jours. Vous savez qu'on a un objectif en 2050 à ne plus artificialiser du tout et que d'ici là, tous les 10 ans, il faut diviser par 2 la consommation par rapport aux références passées. Et donc, voilà, c'est des questions qui sont posées à toutes nos communes. Comment on va faire? Il faut qu'on fasse différemment, autrement. L'objectif est un objectif louable. Cette période transitoire, elle n'est encore pas complètement définie parce que les arrêtés d'application de cette loi sont en train de s'écrire et on n'en connaît encore pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, mais on sent bien l'orientation qu'il faut respecter. Ce qu'on avait déjà commencé à faire... sur le SCOT du Pays de Ré antérieurement, on avait déjà commencé à diminuer, et là, ça nous oblige à aller plus vite, quelque part, sur cette consommation d'espace. Et pour tous ces projets dont je vous parle, on a 2 dispositifs qui nous aident peut-être à Sainte-Pazanne. C'est que d'une part, on est reconnu dans le dispositif Petite Ville de demain. C'est une reconnaissance passée par le gouvernement.
qui a décidé il y a quelques années de se dire il faut organiser notre territoire un peu différemment. Il y a quelques années, on a fait des lois pour dire il faut des grandes métropoles à dimension européenne pour développer la France. Et on s'aperçoit que finalement, des grandes métropoles, si c'est vide autour ou si c'est pour aspirer tout autour, c'est pas forcément l'idéal dans l'organisation de notre territoire. Et que de s'appuyer sur des villes moyennes pour garder des services publics plus près des habitants, des services de commerce, des services, ce dont on a besoin pour vivre tout simplement, des emplois, on peut s'appuyer sur des villes moyennes. Et Sainte-Pazanne fait partie de ces villes moyennes, qui a été reconnue, et sur lequel l'État va nous accompagner pour... Alors, je ne m'attends pas à des miracles au niveau financier, mais au moins pour faciliter un certain nombre de démarches dans ce que je vous disais tout à l'heure, ne serait-ce que sur les préemptions, sur des choses comme ça, enfin bon, sur des choses à mettre en œuvre qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de mettre en œuvre jusqu'à aujourd'hui, mais l'État va être à nos côtés, et Petite Ville de demain nous aide dans ce sens-là. Alors, quand je parle devant mes collègues élus, mes voisins des communes autour, on s'inquiète tout le temps de dire qu'il y a des pôles de centralité. Bon, mais nous, nos communes plus petites, qu'est-ce qu'on va devenir? J'entends ces réflexions-là. C'est pas en prendre aux uns pour donner aux autres, mais si on ne fixe pas des pôles moyens d'équilibre quelque part, tout va partir de nos territoires. Et donc, c'est des choix à faire qui ne sont pas si faciles que ça, mais je reconnais que c'est des discussions qui ne sont pas simples avec nous, entre nous les élus, et je les comprends. Des communes qui se disent bah, mais Sainte-Pazanne est petite ville, et puis l'autre se dit bah, pourquoi moi je ne serais pas petite ville de demain. Enfin bon, vous voyez bien les débats qu'on peut avoir. Et puis il y a un deuxième dispositif qui va nous aider à faire avancer nos projets, c'est le département. Son président nous en dira peut-être un mot tout à l'heure. L'AMI Centre-Bourg, l'appel à manifestation d'intérêt. D'ailleurs, c'est quoi ces trucs-là? Ben, maintenant, tout est comme ça. C'est des appels à manifestation d'intérêt. Si on ne montre pas son intérêt pour quelque chose, bon, je rigole, hein. Mais c'est quand même un peu ça aujourd'hui. De toute façon, mais le département a mis un dispositif en place que je trouve intéressant, même si je blague un peu, voilà. Un appel à manifestation d'intérêt pour le développement de nos centres-bourgs, renforcer le rôle de centralité de nos bourgs. Et donc on s'inscrit complètement là-dedans. On a déjà, voilà, on est dans le débat avec le département qui va nous accompagner financièrement sur un certain nombre de démarches. Quoi vous dire? Quelques mots sur l'énergie. Ça, c'est le sujet du jour. Tout à l'heure, en arrivant en voiture, j'entendais que les producteurs d'énergie étaient, je ne sais pas si c'était à Matignon ou à l'Élysée aujourd'hui, qu'ils avaient fixé un accord à 280 € le kilowatt maximum ou je ne sais quoi. Donc vous connaissez la crise de l'énergie. Nous, les communes, on est en plein dans ce débat-là. Le CIDELA, le syndicat d'électrification de Loire-Atlantique, qui est un groupement d'achat d'énergie pour le compte de nos communes, nous annonce des augmentations de 80% en 2023 par rapport à 2022. J'espère qu'il va y avoir des amortisseurs ou des décisions politiques qui vont se prendre parce que 80% c'est presque multiplié par 2. Je ne sais pas si... Enfin bon... Je n'ose pas vous donner les chiffres, mais si c'est ça la réalité, ça va être très compliqué. C'est pas compliqué que pour les communes, malheureusement. Vous avez entendu les boulangers cette semaine, mais l'ensemble des professions qui utilisent de l'énergie. Et puis, nous, ensemble d'individus, combien on va payer, nous, individuellement, l'électricité et le gaz en 2023. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé encore. Nous, ce qu'on sait, c'est que les communes, ça va nous coûter très cher. Pourtant, l'énergie, c'est quelque chose dont on avait pris en main les choses pour, d'une part, essayer de produire de l'énergie renouvelable et d'apporter notre pierre ou notre contribution à cet effort-là. Il y a 6 éoliennes qui avaient été mises en place à Sainte-Pazanne en 2016, qui ont démarré en 2016. Il y a un projet un complément de 3 nouvelles éoliennes qui vient d'être autorisé par le préfet au mois de juillet 2022. Les choses sont en préparation courant 2023 pour une construction en 2024. Et quand on rajoute cet ensemble-là, on produira de l'énergie pour les ménages, pour l'économie,
plus qu'on en a besoin. Parce que ça veut dire on est plus qu'autonome en énergie renouvelable de ce côté-là. En plus, vous avez pu le voir, on a développé du photovoltaïque avec des ombrières sur le boulodrome devant la piscine. Donc on avait des questions sur la fourniture de la piscine. Au début, c'était soi-disant difficile et compagnie. Avec la crise énergétique, les choses se sont un peu débloquées. Avec la crise que l'on a connue avec les gestionnaires de la piscine qui a fermé la piscine, vous avez suivi les débats au mois de septembre dernier, ça a été un coup dur pour nous. Mais comme tout coup dur, ça peut avoir des avantages, c'est de remettre les gens autour de la table à rediscuter. Et on s'est réunis et avec le CIDELA et avec Pornica Glopéhydrel, qui est le propriétaire de la piscine, les gestionnaires de la piscine, la commune, et on réfléchit à de l'autoconsommation collective, et pour la piscine, mais aussi pour d'autres équipements publics qui sont dans un rayon de moins d'1 kilomètre, hein, c'est ça le truc. Et ce qui fait que le CIDELA annonce aujourd'hui que le prix de l'énergie, ce serait sans doute entre 130 et 150 euros. C'est à peine fixé parce que ce serait le premier dossier, je crois, en Loire-Atlantique d'autoconsommation collective qui se mettrait en place. 130 à 150 euros. Vous voyez le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, que j'ai entendu à la radio en venant ici, je ne pouvais pas vous le donner avant, c'est 280 euros qui vient d'être annoncé de plafonnement du prix par les opérateurs qui vendent de l'énergie. Je pense que sur le photovoltaïque, on n'a pas fini. Je pense qu'il faudra qu'on fasse encore des efforts sur nos collectifs, sur nos collectivités. Je pense que c'est là qu'on pourra encore produire de l'énergie renouvelable demain. Et puis, juste au passage, parce que je parlais de la piscine tout à l'heure, je veux dire qu'on a quand même une chaudière bois, je vous le rappelle, qui produit 80% de l'énergie qui remplace le gaz, du coup. Ça ne remplace pas l'électricité. Mais l'eau dans la piscine est chauffée à 80-82% par du bois et le complément par du gaz. Et donc on limite les envolées du prix du gaz en utilisant le bois, forcément. Donc vous voyez les choix qui sont faits, qui sont des choix politiques quelque part, et qui essayent de limiter l'effet de la crise qu'on peut connaître. Un autre sujet, je sais qui vous préoccupe les uns ou les autres, c'est la santé. La présence médicale sur notre territoire. Et il y a 5 ans, quand je faisais ces vœux, il y avait 3 médecins à Sainte-Pazanne. On était en zone rouge par l'ARS, hein, en zone, comment ils appellent ça, inquiétante ou de désert médical. Enfin bon, je ne sais plus le terme exact, mais c'est ça le sens. Aujourd'hui, il y a 6 médecins à Sainte-Pazanne. Les choses se sont améliorées, c'est tant mieux. Il y a encore des familles qui disent qu'ils ont de la peine pour trouver un médecin traitant quand ils arrivent. Je l'entends, mais c'est mieux quand même. Donc, 6 médecins, la maison médicale, ils sont passés de 3 à 4. Donc, à l'époque où il y en avait 3, il y avait 2 personnes très proches de la retraite qui ont été remplacées, plus une 4e qui est arrivée. Et puis, du côté du centre de santé, c'était associatif jusqu'en 2020. C'était le centre de soins infirmiers qui avait élargi son activité avec 2 médecins salariés. Il y a eu des difficultés au niveau de l'association qui a été obligée, avec la crise amplifiée par la crise sanitaire, d'arrêter son activité. Et les médecins qui étaient salariés ont pris le statut enfin, un médecin d'abord et puis rejoint par un deuxième, le statut de libéral. Donc ce qui fait qu'on a 6 médecins. Et même les 2 médecins qui sont au centre de santé commencent à nous dire, mais si vous pouviez avoir peut-être un 3e local, parce que vu les demandes, peut-être que demain on pourra en accueillir un 3e. Donc on a fait l'effort d'avoir des locaux pour accueillir des médecins, et quelque part on en reçoit les fruits parce qu'il y a plus de médecins que ce qu'il y avait hier. Sur le niveau médical, rajouter que le laboratoire d'analyse médicale est venu nous voir en disant on est trop petit dans nos murs, enfin vous voyez où il est, c'est un peu serré, l'activité se développe. Et donc on leur a vendu un terrain dans la zone Beau Soleil entre Boisanne et les extincteurs, et le permis de construire est déposé, donc les choses vont avancer. Le laboratoire entre Boisanne, entre Balzan, oui voilà, comme quoi. Mais je vois que vous suivez, je vous ai à peine endormi complètement.
Ça permet de vous faire réagir, c'est bien. Et donc le laboratoire va se déplacer, va s'agrandir et pouvoir, voilà, pas au même endroit, moins en centralité, certes, mais c'est pas facile de tout mettre dans l'hypercentralité. Et le laboratoire, malgré tout, va rester sur Sainte-Pazanne et continuer son activité. Et puis on a été interrogé par des kinés, je regarde Saint-Hilaire qui doit me regarder du coin de l'œil, pour développer un cabinet de kiné, et donc un terrain leur est proposé à côté des aéroplanes, et donc un cabinet de kiné va se développer. Et puis il ne vous a pas échappé dans la population qu'on est passé au-delà des 7000 habitants en 2023, et que donc le feu vert est donné pour l'ouverture d'une deuxième pharmacie, parce que c'est le seuil pour avoir une deuxième pharmacie. Et donc il y a un projet de deuxième pharmacie. Alors après, il faut qu'ils remplissent les conditions auprès de l'ARS de la préfecture, c'est pas nous qui donnons les autorisations, mais les conditions sont réunies pour avoir l'autorisation. Donc voilà un peu les évolutions au niveau médical. Vous dire quelques mots sur Pornic-Agglo-Pays de Ré. J'excuse le président qui est pris au vœu ce soir à Chauvet. Voilà, donc on est en concurrence entre les communes Pornic-Agglo-Pays de Ré, mais c'est pas facile qu'il n'y ait pas du tout de doublons. Donc Jean-Michel Brard est à Chauvet. Tout à l'heure, on verra une visio qui montrera une partie des activités de Pornic-Agglo-Pays de Ré. Mais il faut dire qu'au-delà des activités autour des zones économiques, de la zone commerciale, donc c'est Pornic-Agglo-Pays de Ré qu'on a les compétences. On a la chance cette année à Sainte-Pazanne d'avoir plusieurs équipements construits, portés par Pornic-Agglo-Pays de Ré qui se sont faits sur notre commune. D'abord la gendarmerie. Je regarde, messieurs, dames, les gendarmes. Une gendarmerie toute neuve qui vient, les murs sont encore tout frais, ou la peinture est encore toute fraîche, qui vient de se faire. Je la trouve à mon goût un peu petite, mais peut-être que demain pourra s'agrandir un peu, mais au moins on a fixé durablement cette activité très utile sur notre territoire. Et puis c'est construit en 2022 un foyer de jeunes travailleurs. Alors c'est un dossier, moi ça fait 10-12 ans que j'étais là sur ce sujet-là, avec déjà la communauté de communes Cœur Pays de Ré. Avant d'être dans Pornic-Agglo-Pays de Ré, on a eu de la peine à sortir ce dossier pour différentes raisons. Et puis là, au niveau de Pornic-Agglo-Pays de Ré, on a rouvert ce dossier, et on a ouvert donc à Pornic une résidence de 30 lits, enfin de 30 lits, c'est pas comme ça qu'on va dire, c'est de 30 appartements, et une à Sainte-Pazanne de 20 appartements. Et donc ça, c'est vraiment une aide, et je fais un peu appel à vous. C'est plein à 90% aujourd'hui, hein, donc mais ça démarre, hein, ça démarre depuis le mois de septembre. N'hésitez pas à faire connaître ce service pour des gens qui viennent en stage, qui viennent en apprentissage, pour des jeunes qui démarrent en activité. Souvent, le facteur limitant, c'est le logement. Donc là, il y a une possibilité de se dépanner. Alors certes, pas durablement, mais de se dépanner pendant 2 ans au moins. Ça donne le temps de voir et de se retourner. Donc faites savoir que ça existe. C'est important. Et puis, autre sujet porté par Pornic-Agglo-Pays de Ré, c'est la reconstruction de la maison de jeunes. Alors, vous connaissez la maison de jeunes qui a été construite en 67 à Sainte-Pazanne, en éléments préfabriqués à l'époque. Je pense que ceux qui l'ont fait, ils ne pensaient pas que 56 ans après, elle tiendrait encore debout. Mais elle tient toujours debout, mais malgré tout, avec pas mal de questions sur la sécurité qui est posée. Et donc, la décision a été prise, maintenant il y a déjà quelques temps, de reconstruire une maison de jeunes. Les travaux vont démarrer au mois de février, donc incessamment sous peu. Et ça va être situé sur l'ancien terrain stabilisé en bas du boulodrome, entre le boulodrome et l'école, dans l'ensemble du parc de nos équipements publics qui existe un peu plus haut d'ici. Et puis vous dire aussi qu'on a retenu au niveau de Pornic-Agglo-Pays de Ré un plan d'investissement sur 10 ans pour créer des liaisons douces entre nos communes, avec des priorisations de réseau. Alors tout ne va pas se faire tout de suite,
Mais nous, on aura des liaisons avec Port-Saint-Père, on aura des liaisons avec Saint-Hilaire, une liaison avec le Pont Béranger. C'est ce que je vois se développer le plus, en complément de ce que peuvent faire les communes. Ça, c'est une décision portée par Michael Pèlerin. Mais là aussi, je sais que le département nous accompagne sur ces sujets-là et ça nous semble important de pouvoir développer ces choses-là. Un petit mot sur la sécurité, parce que je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe aussi. Ça a été dit tout à l'heure. Avant, on avait un policier municipal, on l'a renforcé par une deuxième personne. Alors, c'est un ASVP, mais ASVP, policier municipal. Je vous passe les détails. Pour nous, au niveau des actions sur une commune, c'est presque la même chose au niveau des actions conduites. C'est à peine les mêmes compétences qu'ils peuvent exercer. Mais donc, on a 2 ASVP aujourd'hui sur la commune. On a développé des caméras. On est rendu à 48 ou 50 points de caméras sur la commune, mine de rien. Bon, ça ne fait pas tout pour la sécurité, certes, mais ça permet quand même d'être en alerte permanente, en relation avec les gendarmes. Ça nous permet de découvrir des choses. Pas plus tard que cette semaine, suite à des incivilités faites autour de la salle escale pendant les fêtes, on a pu, grâce aux caméras, trouver des auteurs de ces incivilités. Dans ces cas-là, il y a forcément une plainte de déposer. Mais aussi, les jeunes sont reçus à la mairie. Il y a un rappel à la loi. C'est la procédure que l'on fait à chaque fois avec les jeunes, avec leurs parents. Et donc, c'est du temps à y passer. Je sais que Monique Dianec à la sécurité, il passe beaucoup de temps aussi. Mais c'est aussi l'enjeu pour garder une commune où il fait bon vivre. Parce que malheureusement, je ne pense pas qu'il n'y a qu'à Sainte-Pazanne, je pense que les autres élus qui sont là, ils doivent le vivre aussi. Mais non, à Villeneuve, il ne se passe rien, tout va bien. Bon, alors c'est parfait. J'ai de peine à te croire. Non, mais c'est malheureusement vrai un peu partout, mais je pense qu'il faut qu'on prenne... il y a une politique à conduire. Alors, certes, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut plutôt faire de la prévention que de la répression, qu'il vaut mieux mettre des animateurs dans les maisons de jeunes que de mettre des gendarmes au bout de la route. Mais finalement, les deux sont complémentaires parce qu'on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Il faut faire les deux, quoi, en fait. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et je pense que c'est important de répondre à ces questions de sécurité. Vous parlez aussi, en cette période de vœux, de la solidarité, parce que je pense qu'à Sainte-Pazanne, comme dans d'autres communes, il y a des vrais actes de solidarité. Je pense... tout ce qui se passe autour de la banque alimentaire, les bénévoles qui se mobilisent, je suis toujours surpris agréablement de voir le nombre de bénévoles qui participent à la banque alimentaire, enfin qui participent à la collecte au niveau de la banque alimentaire tous les ans, mais qui participent tous les mois à la distribution. On a une vingtaine de familles à peu près régulièrement qui sont aidées par la banque alimentaire, et c'est des bénévoles qui font vivre cela, et c'est vraiment important à marquer, mais aussi les chauffeurs bénévoles qui participent à aider des aînés de notre commune à se déplacer à l'intérieur de la commune ou à l'extérieur de la commune, suivant que c'est des chauffeurs solidaires ou des chauffeurs à la demande. Enfin bref, il y a une organisation qui est faite et c'est important à signaler en ce début d'année que la solidarité c'est quelque chose de fort. Et puis il y a une association laquelle je voudrais parler aussi, c'est l'association Migrants, qui est très active à Sainte-Pazanne. Ça a permis d'accueillir une famille afghane, une famille syrienne et maintenant une famille ukrainienne dans de bonnes conditions, mais avec une mobilisation d'acteurs pour intégrer ces gens-là, les aider dans les cours, les aider au niveau administratif, les aider, et je pense que ça se passe correctement. Enfin, je n'ai pas entendu de remarques des uns et des autres sur cette intégration. Et si toutes les communes de France donnent un petit bout de leur... un petit bout d'effort, je pense qu'on arrivera à solutionner, on ne solutionnera jamais tout, hein, mais quand on voit toutes ces familles qui sont dans la panade avec malheureusement les conflits qui existent trop fortement à travers le monde, et puis qui se rapprochent de nous à travers l'Ukraine. Il y a un an, au moment des vœux, on ne parlait pas d'Ukraine, et maintenant, il y a l'Ukraine à notre porte. Enfin bon, vous connaissez le sujet, je ne vais pas en rajouter là-dessus. Il me reste à avoir une pensée, je pense, pour tous ceux qui souffrent au moment des vœux. C'est aussi important de le dire, tous ceux qui souffrent de la solitude, qui souffrent de la maladie, qui souffrent de la séparation, qui souffrent de la perte d'un être cher. Je pense que c'est important d'avoir cette petite pensée en début d'année.
et vous rappeler tous mes meilleurs voeux, et vous rappeler que l'équipe municipale est mobilisée pour essayer au mieux de répondre à toutes vos attentes et de participer avec vous à faire de Sainte-Pazanne une commune agréable à vivre. Bonne année 2023 à vous tous. Je vais demander à Roger Masson de nous rejoindre, l'adjoint à la vie associative. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous souhaiter une belle année 2023. Alors, à nouveau, en ce début d'année, nous avons le plaisir de mettre à l'honneur des jeunes Pazannais qui se sont distingués en 2021 et 2022 en participant au concours Un des meilleurs apprentis de France. Ce concours a pour objectif de mettre en valeur les talents des jeunes suivant une formation professionnelle initiale en alternance ou au lycée. Depuis son origine en 1987, ce concours ne cesse de progresser. À ce jour, c'est près de 100 métiers qui sont en compétition. C'est plus de 5000 candidats inscrits au niveau national. Ce concours est organisé par la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, avec le soutien du département, de la région, du Sénat et de différents ministères. C'est une source de motivation pour les jeunes, c'est un passeport pour l'emploi. Alors, nos lauréats Pazannais, pour la session 2022, Pierre Guitny, médaille de bronze dans la catégorie poissonnier, écaillé, traiteur. Pierre a effectué sa formation à l'UMRA de Sainte-Luce-sur-Loire et en entreprise à l'Hyper-U de Châlins. Pierre n'a pas eu la possibilité de se rendre disponible ce soir. Pour la session 2021, Lilian Renaudino, médaille de bronze dans la catégorie menuisier fabricant de menuiserie, mobilier agencement. Lilian a effectué son apprentissage à l'entreprise SARL Chauvet-Vianney à Saint-Hilaire-de-Chaléon et au CFA BTP de Saint-Brévin-les-Pins. Alors, je voudrais te poser quelques questions, Lilian. Comment et à quel moment de l'apprentissage tu t'es orienté vers le concours des MAF? Alors, ça part choqué, je vois. Je me suis donc du coup orienté sur le MAF au cours de ma deuxième année de CAP en menuiserie du coup. Et puis je me suis orienté sur ce concours-là parce que j'avais un prof, du coup mon prof de techno et puis d'atelier au CFA, qui m'a dit que j'en avais les compétences et puis que ça pourrait aussi m'aider personnellement dans mon parcours. Donc je me suis lancé sur cette aventure-là et puis sur ce concours-là, sur la session 2021. Alors, et ton employeur, comment il a pris la chose? Il était favorable à te donner du temps ou à t'aider? Ah oui, j'ai la chance d'avoir là-dessus un patron qui nous suit, qui me suit aussi, qui m'a suivi sur le concours. Méfie-toi, il est dans la salle, hein. Dis pas trop de mal sur lui quand même. Je vais éviter. Non, et puis il m'a même soutenu et il m'a aidé, j'en remercie d'ailleurs. Il m'a aidé, il a pris du temps aussi pour moi, pour m'aider et puis pour me faire avancer tout simplement dans le concours. Alors, quelques mots sur ta réalisation. À peu près combien de temps il faut, et si tu peux nous dire quelques mots, comment tu vas pratiquer Déjà, c'est pas forcément très évident. Cette pièce, c'est un porte-manteau en fait mural. C'est un porte-manteau qui est du coup destiné à être suspendu sur un mur.
C'est pas des pièces qui sont faites pour être utilisables, mais plutôt des pièces qui sont faites pour nous faire travailler sur certains assemblages qui peuvent être complexes. Et puis tout simplement essayer de nous faire aussi galérer un peu. Sur cette pièce, j'ai plus le nombre d'heures exactes, mais j'ai dû y passer environ 90 heures de mémoire. C'était le soir, le samedi, comment? Le soir, après le boulot, alors en fin de journée, je me mettais à bosser sur la pièce. Le samedi, principalement sur ces moments-là. Et alors maintenant, tu en es où là? Tu as changé d'entreprise ou tu es toujours au même endroit? Non, je suis toujours dans la même entreprise. Depuis du coup ce MEF, j'ai fait un CAP Connex en charpente, un CAP Connex et un CAP en durée du coup réduite qui dure 1 an. Et je suis aujourd'hui toujours dans la même entreprise en BP menuiserie. Eh bien, vous avez raison, un grand bravo à nos 2 lauréats, aux chefs d'établissement, aux enseignants, aux formateurs, aux chefs d'entreprise pour leur dévouement, leur soutien et leurs conseils. Donc maintenant, médaille de Sainte-Pazanne avec voilà, Monsieur Lilian Renelino, maître apprenti de France, bronze départemental, menuisier, fabrication de menuiserie, mobilier et agencement. Voilà. Et nous avions aussi souhaité mettre à l'honneur une handballeuse formée au club de Sainte-Pazanne, le H-Bac, Manon Lequet, professionnelle depuis 2020 au club des Neptunes de Nantes, championne d'Europe avec son club. Alors Manon aurait souhaité être parmi nous ce soir, mais ses obligations professionnelles l'ont éloignée de Sainte-Pazanne. Elle est depuis hier au Danemark où elle se prépare pour disputer un grand match ce dimanche. Alors nous sommes très heureux pour elle de participer à ce niveau, mais nous aurions été très honorés de sa présence pour lui souhaiter aujourd'hui son anniversaire. Elle a 23 ans aujourd'hui. Merci, merci et félicitations encore aux jeunes qui ont plein d'avenir. Et maintenant, on va passer à la séance Pornic Aglo Pays de Retz. Je vous en ai parlé tout à l'heure, et excusez le président, mais en fait, on a une vidéo qui nous rejoint, donc on va l'avoir à distance à travers la vidéo. Et donc, on lance la vidéo immédiatement. Bonjour, nous sommes ici devant le siège de l'agglomération de Pornic et à l'occasion des vœux pour cette nouvelle année, nous allons retrouver son président, Jean-Michel Brard. Monsieur Brard, bonjour. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, super. Je suis heureux de vous accueillir. Et d'abord, je voudrais commencer par vous souhaiter à vous et à votre famille tous les meilleurs vœux pour l'année 2023. Vous êtes le premier que je reçois ce matin. Moi, je suis honoré, merci. Tous mes vœux également. Justement, présenter vos vœux, c'est une tradition et c'est très important pour vous. Oui, présenter les vœux à la population, pour nous les élus, c'est très important. C'est un moment de communion, de partage avec les familles, partage avec nos concitoyens, nos entreprises. Et donc c'est essentiel. C'est un moment qui nous a manqué depuis 2 ans. Et là, cette année, on a le bonheur de pouvoir le revivre. Et franchement, c'est très important pour moi. En tout cas, on va le vivre ensemble aujourd'hui sur le terrain. Oui, je vous propose de découvrir l'environnement de notre agglomération. Allez, on y va. Je note que la voiture ne fait pas de bruit, elle est électrique. Vous roulez à l'électrique? Oui, l'agglomération a fait le choix, il y a maintenant de nombreuses années, il y a 4 ou 5 ans, d'équiper le parc des véhicules dédiés à nos agents en véhicules électriques. On a 60% de nos véhicules
qui sont aujourd'hui électriques. On a mis en place des formations pour nos agents sur l'éco-conduite et les éco-gestes. Je dirais tout ça, ça s'inscrit dans une politique de développement durable, d'économie d'énergie. C'est vrai que nous sommes sur un territoire engagé qui est d'ailleurs reconnu dernièrement par un label. Jean-Michel Brard, on est ici à Saint-Michel-Chef-Chef, sur un chantier d'envergure. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous emmener ici? Nous sommes sur le territoire de Taron-Plage et nous allons parler assainissement. Ici, vous avez un bassin qui va récupérer l'ensemble des eaux usées de l'habitation, de l'urbanisation. Ensuite, elle va être transportée vers nos stations d'épuration. Et ici, sur la Pince-Thiers à Saint-Michel, qui traite 50 000 habitants, avec une station de traitement membranaire. L'enjeu de ce réseau d'assainissement, c'est d'éviter que ces eaux usées qui sont polluantes aillent à la mer. Nous sommes à 200 mètres de la plage. Elle est juste à côté. Voilà, tout à fait. Et l'enjeu, c'est évidemment de garder la qualité de nos eaux de baignade, entre autres. Et donc, ces équipements d'assainissement participent à la qualité de cet environnement, dont le résultat, il est multiple sur un territoire comme le nôtre. Il y a un autre sujet, puisqu'on parle de l'eau, ce sont les inondations. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe, sur lequel vous travaillez? C'est un sujet qui inquiète beaucoup les maires et les élus locaux. Parce que le changement climatique amène des événements forts de pluie. Et donc, il faut qu'on puisse gérer ces fortes pluies au moment instantané. Et donc, en arrière-pays, dans le bocage, on a un certain nombre de ruisseaux, de petites rivières qui sont aujourd'hui renaturées par nos services. Et lorsqu'il y a des grosses pluies, ce qu'on veut, c'est plutôt inonder nos prairies avant que ça arrive dans la partie urbaine, où là, ça peut inonder nos zones urbaines. Bonjour. Alors on est ici à Sainte-Pazanne dans une résidence pour jeunes actifs. Stéphanie, vous en êtes la directrice. Solène, vous êtes intervenante socio-éducative. On va visiter la résidence dans quelques instants, mais tout d'abord, Jean-Michel Brard, expliquez-nous en quelques mots quel est l'enjeu de cette résidence. En fait, ce qui se passe sur notre territoire, et qui d'ailleurs se passe sur l'ensemble du littoral français, l'ensemble du littoral français est impacté aujourd'hui par des manques de logements, un prix du logement qui flambe, parce que tout le monde veut venir sur notre territoire, parce qu'on est attractif. Et donc nos jeunes, qui démarrent dans la vie, n'ont pas les moyens. Il y a un problème en fait, de niveau de loyer par rapport à la capacité à les financer. Et nos entreprises, aujourd'hui, du fait, souffrent de manque d'actifs. Et donc, on a une vraie responsabilité de les accueillir. Donc, ici, vous louez d'1 mois à 24 mois, et vous faites votre première démarche donc, dans le parcours résidentiel avant de rentrer dans la vie active. Solène, qu'est-ce que vous accueillez à cette résidence? Alors, on accueille des jeunes actifs, âgés de 16 à 30 ans, donc qui sont en CDI, CDD et en apprentissage. Quel est l'intérêt pour eux de venir vivre ici? Alors la résidence, c'est souvent pour la plupart des résidents leur premier logement. Donc c'est comme un tremplin vers l'acquisition de leur autonomie. Et on va travailler ensemble à travers, par exemple, au niveau du relogement, au niveau des démarches administratives. On a ouvert seulement en juin, donc on construit avec les résidents en ce moment sur la convivialité, la création d'un petit groupe. On a fait le sapin ensemble, par exemple. Donc ouais, ça commence à bien se créer. On est ici sur le dernier site que vous avez choisi de nous faire découvrir. On est donc à Chaumaret, zone économique du Butet, face à un terrain nu. Je vais avoir un peu de difficulté à me représenter ce que c'est. Ici, zone du Butet, nous avons un terrain qui est propriété de l'intercommunalité. Il vient d'être dépollué. Il est dédié à un projet de village d'artisans. Aujourd'hui, il faut économiser le foncier et donc, dans un village d'artisans, on mutualise les parkings, on mutualise les salles de réunion, on mutualise les accueils. Donc ici, vous aurez donc plusieurs artisans qui se partageront le parking, les salles de repos, les salles de restauration, les accueils, etc. Et est-ce que vous avez déjà une idée de la typologie des artisans qui vont venir s'installer ici? Alors, évidemment, non aujourd'hui, parce qu'on va passer en phase de commercialisation. Et donc, en fonction des projets, nous déterminerons la taille des cellules qui seront modulaires. Toujours avec un seul et unique souci, une ambition, c'est de maîtriser et d'optimiser le foncier. Une livraison et ouverture de ce village d'artisans, c'est prévu quand? 2024, après la construction en 2023. Voilà, fin de cette balade sur le territoire de l'Agglo. Jean-Michel Brard, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai passé une très bonne journée avec vous, en votre compagnie, Nicolas. Et on a appris plein de choses très très intéressantes. Je vous laisse peut-être maintenant
présenter vos vœux. Oui, pour moi c'est l'occasion évidemment de m'adresser à l'ensemble des concitoyens de notre territoire. Et je voudrais leur souhaiter tout simplement à eux et à leur famille des vœux de bonheur, de santé, de réussite et d'espoir. D'espoir parce que nous sommes dans une période compliquée, nous sommes sur une année qui va être, on le sait, avec la crise énergétique, va certainement amener des complications. En tout cas, nous devons continuer, nous devons être solidaires. Et donc cette année 2023 va bien se passer si nous sommes tous unis. Bonne année à vous tous. Alors justement, on peut terminer avec une date importante? Oui, j'allais oublier. Le 26 janvier prochain, à 19h30 au Casino de Pornic, il y aura la cérémonie des vœux et donc je vous y invite. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne l'avez pas eu en direct, mais les vœux, vous les avez eus à travers la vidéo. La vidéo permet de pallier à ce fait-là. Je crois qu'on arrive presque à l'issue de cette cérémonie. Il y a deux personnalités que j'aimerais bien donner la parole. C'est Michel Ménard, d'une part, président du département, si tu veux bien me rejoindre, Michel, pour nous dire quelques mots sur les politiques du département aux côtés des communes. C'est important, c'est notre premier partenaire privilégié, le département. Et puis après, on demandera un petit mot à Yannick. Merci. Merci Bernard. Je crois que tu m'as dit qu'il ne fallait pas que je dépasse la demi-heure, donc je vais essayer de tenir les délais. Dire le plaisir que j'ai à Sainte-Pazanne. Effectivement, c'est la première fois que je viens à Sainte-Pazanne en tant que président du département à une cérémonie de vœux. Mais avant, je n'étais pas président, donc c'est normal. Quelques mots sur l'action du département. Nous avons une équipe renouvelée depuis 1 an et demi et notre projet que nous avons développé devant la population, c'était s'appuyer sur 3 grands axes, 3 grands enjeux, l'enjeu social, l'enjeu environnemental et l'enjeu démocratique. Alors l'enjeu social, c'est important, vous l'avez dit les uns les autres, tu l'as dit, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en difficulté, c'est la raison pour laquelle, en direction des jeunes, 1/4 des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons décidé de mettre en place un revenu jeune pour les jeunes qui sont sans soutien familial, sans ressources. Nous agissons évidemment beaucoup en direction des personnes souffrant de handicap, en direction des personnes âgées, en direction des personnes qui ont besoin d'un accompagnement en insertion, la protection de l'enfance. Tout ça, c'est quasiment la moitié du budget du département. Donc l'enjeu social est extrêmement important. Nous avons entendu parler du zéro artificialisation nette. C'est un enjeu extrêmement important. La loi climat et résilience, dont le député nous parlera peut-être tout à l'heure, nous fixe des objectifs que tu as rappelés, je n'y reviens pas, et donc le département est engagé dans ce domaine pour faire en sorte qu'il y ait moins de consommation de terres agricoles et naturelles. Et d'ailleurs, au mois de décembre, nous avons décidé de renoncer à un certain nombre de projets routiers pour moins consommer de terres agricoles et naturelles et de faire en sorte que l'avenir de la planète soit préservé. Et puis, tu me disais... m'invitait à dire quelques mots sur l'action du département en direction du territoire, c'est bien normal. J'ai le plaisir d'être avec Jean Charrier, qui est vice-président en charge des solidarités territoriales. Il va à la rencontre des maires, des présidents d'interco, pour voir quels sont les soutiens que le département peut apporter. Le département, c'est le premier partenaire des communes. Je vois souvent, quand je vais à des inaugurations, que c'est le département qui a apporté le soutien le plus important. Nous en sommes très heureux et nous le faisons avec des objectifs clairs. Tu as parlé tout à l'heure de l'AMI Cœur de Bourg. Effectivement, nous invitons les communes à s'inscrire dans ce dispositif qui passe par une étude, ce qu'on appelle le plan guide, pour déterminer quelles sont les priorités et puis faire en sorte qu'on redonne de la vie, une vie plus importante au centre-bourg. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, le département viendra soutenir la commune
de Sainte-Pazanne pour l'agrandissement de l'école de musique et de la bibliothèque dont tu parlais tout à l'heure. Nous aurons l'occasion de venir soutenir évidemment la commune sur d'autres projets, mais comme le temps est limité, je ne vais pas développer. Et puis je parlais de l'enjeu démocratique. Nous allons lancer en 2023 un dispositif que nous appelons le budget participatif, les budgets participatifs. Et là, c'est Karine Fouquet qui est là également, conseillère départementale avec Jean Charrier sur ce canton, qui anime ce dispositif. Et je vous invite d'ailleurs déjà à réfléchir au projet d'investissement qui pourrait être financé dans le cadre de ce budget participatif. Alors, enveloppe fixée à 50 000 € par projet. Les projets pourront être déposés à partir du 27 février sur le site du département et les habitants seront amenés à voter à partir du mois d'octobre. Donc c'est aussi un moyen d'associer les habitants à la vie citoyenne. Je vois que vous faites beaucoup de choses à Sainte-Pazanne, donc je crois qu'on est, on est très en phase entre ce que vous faites à Sainte-Pazanne et ce que fait le département. Donc le soutien du département, il est déterminant souvent pour les communes, il est important pour Sainte-Pazanne, mais il est important pour l'ensemble des communes. Et si le dispositif Petite Ville de demain ne s'adresse qu'à 24 communes en Loire-Atlantique, notre dispositif AMI Cœur de Bourse s'adresse à pratiquement 200 communes du département, et particulièrement les petites communes ou les communes moyennes. Donc, puisqu'il y a des maires ou des élus d'autres communes, je les invite aussi à se saisir de ces dispositifs, puisque nous souhaitons que, en Loire-Atlantique, quel que soit le lieu où nous vivons, où vous vivez, les gens puissent accéder à des services publics, puissent bien vivre dans leur commune, et c'est le rôle du département d'assurer cette solidarité, les solidarités humaines, les solidarités territoriales. Comme j'arrive à la fin de mes propos, je terminerai juste en vous souhaitant mes meilleurs vœux de bonheur, mes meilleurs vœux de santé, de réussite dans tous vos projets, et puis je rejoins en cela tous les vœux du Conseil municipal enfant qui les ont présentés excellemment. Merci. Quelques mots pour vous parler aussi d'énergie. Et j'ai choisi de vous parler de l'énergie humaine, c'est-à-dire de notre vie de femmes et d'hommes dans le monde tel qu'il est, qui a besoin de nous, de nos efforts et peut-être surtout de notre bonne volonté. Les vœux que je formule donc concernent le vivant ici et maintenant. N'oublions pas que l'énergie est la vie dans un état de changement. Le nouvel an me semble le moment le plus propice pour évoquer ce changement vers l'incertain et pour se souhaiter la meilleure adaptation possible. Je vous souhaite de vaincre les inerties et les rejets qui s'opposent à toute modification dans vos vies. Je vous souhaite de ne pas démissionner de votre rôle de vivant et de mettre en œuvre collectivement, à vos mesures personnelles, ce qui est source d'énergie humaine, à savoir le travail et l'engagement. Je vous souhaite de trouver ou retrouver des motivations, de la force pour les mettre en œuvre et de découvrir ou redécouvrir ainsi le plaisir d'avoir une utilité pour soi et pour les autres dans la fragile société démocratique que nous formons. Dans le prolongement de ces propos, je vous offre des vœux sincères de vie heureuse, dans une fructueuse énergie vitale et une sobriété choisie, tout en donnant toute leur place aux loisirs bienfaisants et régénérateurs et au partage. Bonne nouvelle année à tous. Merci Yannick. Et donc nous arrivons au bout de cette cérémonie. On va finir par un petit air de Batucada. C'est l'école de musique de Sainte-Pazanne qui nous offre ça avec
sa prof de Batucada. Voilà. Oh, elle n'est pas trop loin derrière, hein. Vous pouvez peut-être... Si, aussi loin que ça derrière. Alors, il faut avancer pour qu'on vous voit bien. Tous. Voilà. Avant d'aller prendre un pot ensemble, quelques minutes pour nous divertir et après on va pouvoir trinquer ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à taper des mains avec... Ah oui. C'est Si, ça marche. Bon ben, félicitations hein, aux artistes. Bravo, ça nous égaye un petit peu. Voilà.
C'est plus intéressant que le discours, sans doute, mais ça parle mieux. On vous invite à partager Père de l'amitié dans la salle de l'entracte, qui est juste à côté. Voilà, les portes s'ouvrent et on se rejoint là tout de suite. A tout de suite. Et merci encore beaucoup de votre présence. Non mais c'est qu'il ne faut pas qu'ils éteignent eux. Parce que comme je peux rien faire, c'est moi qui gère. Et ça, ça arrive souvent. Là, ce qu'il faut, c'est